Hey, bienvenue sur la chaîne de Mia. Aujourd'hui, vous allez avoir un nouveau format de vidéo. On va plutôt dire que c'est un podcast, car tout simplement, j'écoute beaucoup comme vous de vidéos de true crime, de paranormal et de thread et plein d'autres choses évidemment. Et je vous avoue que moi j'aime bien faire autre chose pendant que je regarde toutes ces vidéos. Et je me suis dit pourquoi pas lancer un nouveau format sur ma chaîne, c'est-à-dire de faire des podcasts tout en racontant des histoires mais en les illustrant. Donc à vous de me dire si ça vous plaît ou pas en commentaire. En tout cas c'est mon premier essai, donc on verra bien. J'ai déjà fait ce genre de vidéo sous une autre vidéo sur les réseaux sociaux. Après, voilà, c'est tout autre, donc ça sera peut-être différent, mais laissez-moi votre avis en commentaire, je serai très heureuse de savoir ce que vous en pensez. Aujourd'hui, nous allons voir l'histoire des 10 pires belles-mères tueuses qui ont tué leur gendre ou leur belle-fille, car il y avait des choses qui ne leur allaient pas, ou tout simplement parce que cette dernière ne voulait pas faire ce que la belle-mère demandait. En fait, c'est le genre d'histoire qui nous fait voir que finalement, on l'est pas mal avec notre belle-mère et que ça pourrait être bien pire. En tout cas, si ça t'intéresse et que tu souhaites rester informé à la sortie de chacune de mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner, ça me soutient énormément et je vous avoue que je suis très heureuse de vous voir arriver dans ma communauté. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à me laisser un commentaire pour me dire si finalement vous aussi votre belle-mère est pas si terrible que ça ou même si vous avez aimé ce style de vidéo. Numéro 1. Ma Duncan. Elizabeth Anne, désignée comme Ma Duncan, était l'incarnation d'une mère dominante et possessive. À la première audience du mariage de son fils, elle s'est effondrée de manière hystérique et l'a supplié de ne pas partir. Ma Duncan a appelé son fils Frank, le petit garçon de maman, et lui a demandé de passer tout son temps avec elle au lieu de sa femme enceinte. Elle a dit que Ma Duncan avait une relation perverse avec son fils. Tout au long de la journée, elle harcelait la femme de Frank, Olga, dans l'espoir de la chasser de la ville pour qu'elle puisse avoir son fils toute seule. Bien qu'Olga ait informé son mari des menaces constantes, il l'a rejetée pour défendre sa mère. Le 18 novembre 1958, deux voyous sont embauchés par la belle-mère qui ont attiré Olga devant son immeuble en lui disant que son mari était en état d'ébriété et avait perdu connaissance à l'arrière de la voiture. Après avoir poussé Olga dans la voiture, les hommes l'ont étouffée et l'ont fouettée au pistolet, la frappant si fort que la poignée du pistolet s'est brisée. Par la suite, les hommes ont jeté son corps dans une tombe peu profonde, mais ce qui l'a fait s'asphyxier. Les deux voyous, Moya et Baldando, ont été arrêtés plusieurs semaines plus tard et ont rapidement avoué le meurtre. Ils ont également impliqué Ma Duncan. Finalement, elle a été reconnue coupable de meurtre au premier degré. Après 3 ans d'appel, Ma Duncan entra dans la chambre à gaz pour y être exécutée le 8 août 1962. 3 heures plus tard, ses complices étaient exécutés ensemble dans la même chambre à gaz. Numéro 2. Madame Aymon. Tina Casey avait 42 ans lorsqu'elle a décidé de retourner dans sa ville natale avec son fils. La décision a été prise après que Casey ne puisse plus tolérer Edmond, âgée de 58 ans, la mère de son ex-partenaire et grand-mère de leurs enfants. Edmond était exigeante et puissante, ce qui causait beaucoup d'anxiété dans la vie de Casey.
Casey avait dit à sa sœur que Edmond lui avait donné à 2 reprises des aliments empoisonnés. Plus tard, il fut révélé au tribunal que la belle-mère avait mis des somnifères écrasés dans la nourriture, bien que ça soit pas clair si Casey était au courant des somnifères. Ces 2 incidents ont suffi à faire déménager sa belle-fille et son fils à 320 km d'elle. Alors que Casey était allongée sur son canapé, le 3 février 2013, la belle-mère est rentrée dans la résidence et a attaqué Casey par derrière. Edmond a poignardé la jeune femme à 15 fois au cou, à la tête et à l'abdomen pendant que son fils de 10 ans jouait à l'étage. Le lendemain, la police a découvert qu'Edmond était effondré dans sa voiture après une tentative de suicide infructueuse. Elle a été retrouvée avec une bouteille vide de somnifères, l'arme du crime et 10 notes d'aveu. En novembre 2013, la belle-mère a été reconnue coupable de meurtre et condamnée à 20 ans de prison à vie. Numéro 3. Shuang. Shuang était une immigrante chinoise âgée de 50 ans qui a déménagé à Melbourne en Australie pour se rapprocher de son fils Peter. Il était marié à Dan Shelina, une femme de 21 ans à qui Shuang était profondément opposé. Shuang a également estimé que Lin exerçait une influence négative sur son fils et limitait son contact avec lui. La belle-mère voulait vivre avec le couple, mais Lin était fermement contre. Le 3 mai 2012, Shuang a attaqué Lin avec un marteau, la frappant à la tête 33 fois devant son fils âgé de 2 ans. Après le meurtre, Shuang a enveloppé le cadavre de sa belle-fille dans un sac en nylon et l'a jeté tout simplement dans une crique plus tard dans la nuit. Shuang a été reconnu coupable de meurtre et a été condamné à 22 ans de prison. Numéro 4. Cynthia Kay. Cynthia Kay vivait avec sa fille, son gendre et ses 2 petits-enfants en Californie. Selon Cynthia, son beau-fils, Joe Ward, âgé de 53 ans, ne travaillait pas et a forcé sa fille à être le seul fournisseur d'argent pour la famille. À son 63e anniversaire, Cynthia descendit tout bonnement l'escalier après le départ matinal de sa fille et des enfants pour aller travailler. Pendant qu'elle était dans l'escalier, son beau-fils a fait un commentaire grossier sur son choix de vêtements. Après cette remarque, Cynthia a décidé de retourner dans sa chambre, de récupérer son pistolet, de l'armer et de tirer 5 fois sur son beau-fils. Réalisant qu'il n'était pas mort, Cynthia se dirigeait alors vers sa voiture où elle conservait des munitions. Après avoir rechargé son revolver à 5 coups, elle est entrée dans la maison et a retiré encore sur son beau-fils 5 fois de plus. Toujours accroché à la vie, il a commencé à ramper vers la salle de bain pour se protéger. Pendant ce temps-là, Cynthia est encore retournée à sa voiture recharger son revolver. Non, ce n'est pas une blague. Et elle est retournée à l'intérieur de la maison pour terminer le travail, encore une fois en vidant son chargeur sur son beau-fils. Cependant, après le meurtre, Cynthia s'est offert un petit déjeuner d'anniversaire chez Denise. Ensuite, elle est allée jouer au casino local et a terminé sa journée avec un café dans son café préféré. Il faut quand même bien fêter son anniversaire. Plus tard, Cynthia a été arrêtée et accusée de meurtre au premier degré. L'enquête est toujours en cours et le procès aussi. Numéro 5. Stylou Christofi. Ella était une mère de 3 enfants mariée à Stavro depuis 15 ans. En 1953, Stylou Christofi, sa mère âgée de 53 ans, a quitté Chypre pour s'installer avec son fils et sa belle famille à Hampstead en Angleterre. Immédiatement, Ella et Stylou ne s'entendaient pas du tout. En plus de ne pas parler anglais, Stylou était exigeante et extrêmement jalouse des relations de Ella et Stéros. Alors que la tension montait, Ella lança un ultimatum à son mari. S'il ne renvoyait pas sa mère à Chypre, Ella partirait avec les enfants. Son mari a parlé à sa mère des préoccupations de sa femme et la belle-mère a compris ce qu'il fallait faire. Ella devait partir. La nuit du 29 juillet 1954,
Stylo frappa Ella à la tête avec un cendrier du four pendant que Stavro était au travail. Puis, la belle-mère a étranglé sa belle-fille, traînant son corps dans le jardin et l'incendia. Ensuite, la belle-mère a couru dans la rue et a signalé une voiture qui passait. Elle a informé le conducteur qu'elle avait retrouvé Ella en feu dans le jardin et lui a demandé d'appeler la police. Lorsque les policiers sont arrivés, ils sont immédiatement devenus méfiants, car ils ont trouvé des taches de sang dans toute la maison. Stylo a été inculpé du meurtre et a finalement été reconnu coupable après que la défense innocence pour raison d'aliénation mentale ait été rejetée par le jury. Elle a été condamnée à la mort et pendue le 13 décembre 1954. Malheureusement, Ella n'a peut-être pas été la première victime de Stylo, car en 1925, Stylo a été acquittée du meurtre de sa propre belle-mère. Dans cette affaire, elle avait été accusée d'avoir enfoncé un flambeau dans la gorge de celle-ci. Numéro 6. Le docteur Alice Wynkoop. Le docteur Alice était un médecin respecté, un ardent défenseur des droits des femmes et un promoteur du mouvement pour le suffrage universel. Elle vivait avec son fils, Earl, et sa belle-fille, Rita, dans le West Side de Chicago, dans un manoir en briques de 16 pièces. Le docteur pratiquait la médecine dans le sous-sol de son domicile en soutenant financièrement son fils et sa belle-fille. Cette situation de vie a créé des tensions dans le ménage. En fait, Rita avait un jour déclaré à son père que la romance dans son mariage avait été froide pendant la lune de miel. Pour aggraver la situation, le docteur était en faillite et s'endettait davantage. Craignant de perdre la pratique qu'elle avait construite au cours des 30 dernières années, le docteur a souscrit des polices d'assurance vie sur Rita pour un montant de 12 000 $. Le matin du 21 novembre 1933, le corps sans vie de Rita a été retrouvé dans le sous-sol du manoir. Une balle dans le dos lui avait été tirée par un revolver de calibre 32, qui était étendu à côté du corps de celle-ci. Bien que le docteur ait admis que le revolver était le sien, elle a insisté sur le fait qu'un voleur avait pénétré par effraction, volé son arbre et a commis ce crime odieux. La police a immédiatement commencé à se méfier du docteur. Après un long interrogatoire, elle a avoué le meurtre et a déclaré avoir accidentellement administré une surdose de médicaments anesthésiants en tentant de traiter Rita contre la douleur. Après s'être rendu compte que Rita était décédée, le docteur a déclaré qu'elle avait paniqué pour sauver sa pratique et sa réputation. Elle a alors tout bonnement tiré sur Rita et a organisé une introduction par effraction afin de dissimuler l'épreuve. Le jury n'a pas été convaincu et a déclaré le docteur coupable de meurtre. Elle a été condamnée à une peine déterminée de 25 ans de prison, mais n'a purgé que 14 ans de sa peine. Plusieurs années après sa libération, elle est décédée à l'âge de 84 ans en 1955. Numéro 7. Graciela Guerra. Dans les lettres de prison adressées à son fils, Graciela Guerra, une grand-mère de 50 ans, décrivait sa belle-fille âgée de 27 ans, Brenda, comme une ordure et une personne sans valeur. Brenda s'était réellement séparée du fils de Graciela, Christian, après de nombreux rapports de violence domestique et d'infidélité. En fait, Christian avait récemment engendré un enfant avec une autre femme. La séparation a été accueillie avec bonheur par Graciela, qui avait toujours méprisé Brenda, sa belle-fille. Cependant, la jubilation de Graciela fut de courte durée lorsque Christian et Brenda décidèrent de se réconcilier et de mettre fin à la procédure de divorce. Guerra est devenue furieuse que le couple reconstruise son mariage. Le 13 mai 2008, elle a suivi son fils où il rencontrait Brenda. Après que Graciela soit entrée de force dans la pièce, une bagarre s'est rapidement ensuivie. Graciela a tiré 2 couteaux qu'elle avait apportés de chez elle.
elle poignarda Brenda 31 fois au total devant son fils et ses 2 enfants. Mais au lieu de défendre Brenda, Christian a fui la scène avec les enfants. Il a quitté sa femme complètement sans défense. Graziella a été reconnue coupable de meurtre au premier degré et a été condamnée à la prison à vie. Numéro 8. Parigul. Hagul, une femme afghane de 20 ans qui était mariée depuis 4 mois seulement lorsque sa belle-mère Perigul a tout mis fin. Vivant dans le sud-ouest de l'Afghanistan, Magoul était mariée à un boulanger qui partait au travail vers 2h du matin. Après son départ, Perigul a commencé ses tentatives pour forcer sa belle-fille à se prostituer. Mais comme Magoul s'y opposait fermement, cela exaspérait sa belle-mère. Les demandes se sont poursuivies tout au long des 4 mois de mariage pour se terminer brusquement en octobre 2012. Alors que le mari de Magoul était au travail, Perigul a demandé à sa belle-fille tout bonnement d'avoir des relations sexuelles avec le neveu de son mari. Âgé de 18 ans, lorsque Magoul a refusé, ils ont tendu une embuscade à la jeune femme en la maintenant au sol tout en l'étouffant. Perigul tenait sa belle-fille par les jambes tandis que son neveu l'a décapitée. Il a affirmé que Perigul l'avait contraint à commettre l'acte et que celle-ci a affirmé qu'elle haïssait Magoul tout bonnement, car elle ne l'avait jamais écouté. Finalement, Perigul et le neveu ont été arrêtés pour son meurtre en avril 2016. L'affaire est toujours en cours car le procès n'a toujours pas eu lieu. Numéro 9. Bashan Kaur. Bashan Kaur, une femme âgée d'Inde, ayant émigré en Angleterre avec ses 2 fils, a dirigé leur vie d'une main de fer. Il faut savoir qu'à 16 ans, l'un de ses fils a été forcé de se marier avec une fille dénommée Surjit. Cependant, Surjit a commencé à se rebeller après des années de répression de la part de sa belle-mère et de son mari. À 27 ans, cette jeune femme a insisté pour porter des vêtements occidentaux, sortir avec ses propres amis la nuit, se maquiller, se couper les cheveux et boire. Son mari et sa belle-mère ont réagi à la désobéissance de Surjit en la frappant tout bonnement. Mais cela ne fit que rendre la jeune femme encore plus provocante. En décembre 1998, Bashan Kaur a convaincu Surjit de l'accompagner en Inde pour assister à un mariage familial. Kaur a affirmé qu'il serait irrespectueux pour Surjit de refuser. Kaur a également promis de donner de l'argent à Surjit à son arrivée en Inde afin de lui permettre de faire ses emplettes. Cependant, Kaur revint en Angleterre et elle était seule. Surjit n'a jamais été revue. En Inde, Kaur avait pris des dispositions pour que 2 hommes emmènent Surjit dans une voiture sous prétexte de faire les magasins. Les hommes ont drogué Surjit et l'ont emmené dans une région très éloignée, là où ils l'ont étranglé et dépouillé son corps de ses affaires. Ils ont jeté après tout bonnement son cadavre dans la rivière Ravi. Craignant d'être la prochaine victime de Kaur, la belle-sœur de Surjit s'est manifestée et a raconté tout ce qu'elle savait à la police. Kaur, la belle-mère, a été condamnée à un minimum de 20 ans sans libération conditionnelle et son mari à un minimum de 15 à 20 ans de prison. Numéro 10. Anne Fisher. David Keynes était un père de 2 enfants en bas âge. Âgé de 28 ans, il était tout fraîchement divorcé de sa femme Elizabeth, qui n'est rien d'autre que la fille d'Anne Fisher. En mai 2015, David a obtenu la garde complète de leurs 2 enfants, car au moment de leur divorce, Elizabeth a été accusée d'agression contre son ex-mari David. Malgré le passé tumultueux du couple, Elizabeth et sa mère ont eu le droit de visite aux enfants, car David a été assez gentil pour permettre cela. Le 22 juillet 2015, Anne téléphone à David
qui est actuellement sur son lieu de travail car il était gérant d'un concessionnaire automobile d'occasion. Et elle lui appelle car soi-disant ses enfants auraient oublié des vêtements chez elle lorsqu'ils avaient dormi la nuit dernière. David lui dit alors qu'il n'y a pas de souci, qu'il l'attendrait sur le parking devant son lieu de travail. Et à ce moment-là, quand Fisher est arrivé, elle est sortie de sa voiture avec un pistolet et lui a tiré dessus en vidant son chargeur. Alors qu'il gisait et saignait et qu'il luttait pour sa vie, Fisher a rechargé tout bonnement son arme et s'est approché de David en lui tirant dessus à bout portant. Des témoins du meurtre ont suivi Fisher et ont indiqué son emplacement à la police. Ils l'ont arrêté moins d'1 heure plus tard. Bien que son procès fût initialement prévu pour mars 2016, il a été mis en attente lorsqu'un psychologue a déterminé tout bonnement que Fisher n'était pas apte à subir un procès. Une ordonnance du tribunal précisait que Fisher devait prendre tous les médicaments prescrits par son médecin pour redevenir compétente. Lorsque cela se produira, le procès de Fisher pourra alors reprendre et si elle est reconnue coupable de meurtre, elle pourra enfin être condamnée à la prison à vie. Mais pour le moment, nous sommes en 2021 et le procès n'a toujours pas vu le jour, car elle n'est toujours pas dans son état normal, soi-disant. Le premier podcast est enfin fini. Si tu as aimé celui-ci, n'hésite pas à me le faire savoir en likant et en t'abonnant. En tout cas, tu peux aussi me suivre sur Instagram, je fais beaucoup de sondages pour savoir ce que vous aimez. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau podcast. Bye!